simulations de frappe, de blocus et de débarquement. Depuis plusieurs mois, la présence militaire chinoise dans le détroit de Taïwan inquiète. On est à 128% de plus cette année que l'année dernière sur la même période, donc c'est quand même considérable. Cette semaine dans la grande histoire, je vous raconte comment la Chine se prépare à envahir Taïwan. S'il y avait un conflit, on peut imaginer une escalade militaire qui impliquerait un grand nombre d'États. Depuis plusieurs mois, la présence militaire chinoise s'est dangereusement intensifiée dans le détroit de Taïwan. La Chine, qui revendique la souveraineté de l'île, projetterait une intervention militaire d'ici 2027. Pour comprendre les enjeux présents, il faut revenir aux origines du conflit lors de la guerre civile chinoise. À la chute de la dynastie mandchoue au début du XXe siècle, la Chine sombre dans la violence. C'est l'époque dite des seigneurs de la guerre. On a très rapidement des seigneurs de la guerre qui vont se répartir le pays en féodalité militaire, où ils vont exercer le magistère politique et la terreur parfois, lever des impôts, guerroyer contre les autres seigneurs de la guerre. Les nationalistes et les communistes s'allient pour unifier la Chine. À la tête de la branche armée du parti nationaliste, Chiang Kai-shek met fin au règne des seigneurs de la guerre. Nationalist troops in March 1927, with a united China the goal as his armies battle those of independent territorial warlords. China, war-torn almost continuously for hundreds of years, is later to fight against communism. En 1927, Chiang Kai-shek rompt l'union avec les communistes et ordonne l'élimination de leurs troupes. Point de rupture entre les deux camps, le massacre de Shanghai marque le début de la guerre civile chinoise qui fera plus de 6 millions de morts. En 1937, les deux camps s'allient de nouveau, cette fois pour faire face à l'envahisseur japonais. Beyond their reach, China still survived in the unbroken spirit of a people historically capable of rising above any defeat and any disaster. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile reprend. En 1949, les communistes prennent Pékin. Le 1er octobre, Mao Zedong proclame officiellement la naissance de la République populaire de Chine. C'est quand même une Chine qui est exsangue de cette guerre et qui va finalement passer d'une certaine manière soulagée à la République populaire, tout simplement parce qu'ils ont cru ce que disait et ce qu'écrivait Mao. Renversé, Chiang Kai-shek et la République de Chine se replient dans la province insulaire de Taïwan avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Et du coup, en 1949, on a un régime insulaire qui n'est plus que l'ombre de ce qu'a été le régime lorsqu'il était dans sa phase continentale. Et face à lui, l'essentiel de son territoire, qui jusqu'en 1945 d'ailleurs était son territoire tout court, puisque Taïwan n'en faisait pas partie, et bien ce territoire-là, il est occupé par des communistes. Et les deux camps revendiquent le territoire de l'autre. La Chine communiste considère Taïwan comme une province rebelle à annexer, quand la République de Chine souhaite récupérer son territoire continental perdu. Alors que la Chine continentale est contrôlée par les communistes, la République de Taïwan bascule dans la dictature militaire. Et là, on a tout l'attirail qui va de la loi martiale à toute une série de lois pour contrôler les libertés publiques. Tout cela est en place avec une dictature militaire particulièrement dure. Appelée Terreur blanche, cette période s'étend de 1949 à 1987. Pendant près de 40 ans, la dictature militaire fait plusieurs dizaines de milliers de victimes. C'est quand même beaucoup des dizaines de milliers de victimes, mais c'est vraiment en comptant très très large sur la plus grande période. Les disparus, les exécutés et aussi les victimes dédommagées, mais qui n'ont pas perdu la vie. Les années 50 marquent la première crise du détroit de Taïwan. Bien décidées à annexer l'archipel, les forces communistes de Mao Zedong s'attaquent à deux îles appartenant à Taïwan, à proximité des côtes chinoises. Mais la flotte américaine s'interpose. With the international crisis over the Formosa question growing rapidly more acute, Generalissimo Chiang Kai-shek is seen inspecting some of his forces at the capital, Taipei. En 1955, les États-Unis et Taïwan signent un traité de défense mutuelle, de quoi dissuader la Chine de toute tentative d'invasion. Confirming United States support in defense of the island, Admiral Pride, commanding America's 7th Fleet, recently visited the Chinese nationalist leader.
pleine guerre froide et au lendemain de la guerre de Corée, Taïwan devient un élément clé du dispositif militaire américain dans la région Pacifique. Les Américains déploient notamment leurs bases militaires en Corée du Sud, au Japon, à Guam, aux Philippines et à Taïwan. Il faut préciser qu'à cette époque, Taïwan siège au Conseil de sécurité de l'ONU en lieu et place de la Chine, et ce jusqu'en 1971. Et dès 1972, le président américain Richard Nixon, soucieux d'éloigner l'URSS de son voisin chinois, fait une visite historique en Chine où il rencontre Mao Zedong. Differences rooted in history are overshadowed by the needs of the urgent present. Se pose alors la question du positionnement américain vis-à-vis de Taïwan. Voici ce que dit le communiqué de la Maison-Blanche. Les États-Unis notent que les Chinois, de part et d'autre du détroit de Taïwan, affirment qu'il n'y a qu'une Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. En 1979, les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Mais la même année, le Congrès américain vote le Taiwan Relations Act qui engage les États-Unis à donner à l'île les moyens de se défendre. Le Congrès américain a voté cette loi pour obliger le gouvernement américain à maintenir des relations avec Taïwan, et y compris des relations de défense, pour fournir à Taïwan le matériel et les capacités militaires pour être en mesure de se défendre. Cette nouvelle doctrine américaine porte un nom, elle s'appelle l'ambiguïté stratégique. Cette ambiguïté stratégique, elle vise deux objectifs. C'est d'abord dissuader la Chine d'envahir Taïwan, puisque la Chine est toujours dans l'incertitude de savoir si les Américains interviendraient ou non, mais c'est aussi pour dissuader Taïwan, aujourd'hui ou à l'avenir, et depuis 1979, de déclarer l'indépendance. En 1992, Pékin et Taipei passent un accord instaurant le statu quo. Ni indépendance de Taïwan, ni invasion par la Chine. Et surtout, ce consensus reconnaît l'existence d'une seule Chine. Mais à la fin des années 80, la dictature militaire prend fin à Taïwan. Alors que l'archipel s'ouvre à la démocratie, une nouvelle crise éclate avec la Chine. Juillet 1995, la République populaire de Chine tire une série de missiles balistiques dans les eaux territoriales taïwanaises. Des frappes en guise d'avertissement, alors que Taïwan renforce ses relations diplomatiques avec les États-Unis et organise pour la première fois des élections présidentielles au suffrage universel direct. La transition démocratique a été sans doute le début d'un regain de tension, puisque Taïwan prenait une voie démocratique, plutôt donc en contradiction avec les projets de la République populaire de Chine. President Lee Teng-hui doesn't look like a man rattled by threats of invasion by the People's Liberation Army. Quite the opposite. He told thousands of cheering supporters that if, as expected, he wins next month's presidential elections, he'll continue to raise Taiwan's international profile. The policy that has so enraged Beijing. Le 94-95, c'est une victoire diplomatique quelque part de Taïwan. Le président va être autorisé à aller aux États-Unis et c'est justement la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Et ils savent très bien qu'il n'y a que les Taïwanais qui votent et que donc c'est un régime qui va instantanément devenir un régime taïwanais de souveraineté nationale à souveraineté populaire. Et les Chinois paniquent. Pour résumer, la démocratisation de l'archipel renforce l'identité taïwanaise. Et ça ne plaît pas à Pékin, qui considère toujours Taïwan comme une province rebelle. C'est des tirs qui sont la réaction pathétique du pouvoir qui ne peut rien faire en fait. C'est-à-dire qu'ils ont menti sur Taïwan, ils ne sont pas souverains sur l'île, mais là ils sont tétanisés les Chinois et ça va ne faire que commencer. Une nouvelle fois, la flotte américaine est déployée dans le détroit de Taïwan pour empêcher une escalade du conflit. C'est le plus grand déploiement militaire américain en Asie depuis la guerre du Vietnam. In the warm waters off Taiwan, a Cold War is raging. And as China's war games escalate, the Americans are putting on a show of their own. And it's a show they don't want the communist Chinese to miss. À ce moment-là, la puissance américaine était démesurément plus puissante que les forces armées chinoises. Et donc les Américains ont envoyé la 7e flotte avec 2 porte-avions dans le détroit de Taïwan et ça a permis de neutraliser la crise. The Americans are at the moment staying well away to avoid confrontation. But the Chinese say their very presence is a provocative interference in their internal affairs.
Depuis le début des années 2020, la région connaît une nouvelle période de crise. La République populaire de Chine multiplie les simulations militaires à proximité de Taïwan. Seulement, aujourd'hui, la puissance militaire chinoise n'est plus du tout celle des années 90. Le rapport de force entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan s'est un petit peu équilibré. Avant de se pencher sur le dispositif militaire chinois, revenons un instant sur les raisons qui poussent la République populaire de Chine à annexer Taïwan. Ces raisons sont de 3 ordres: politique, économique et géostratégique. La Chine, qui est un très grand pays, très vaste, 1,4 milliard d'habitants, avec 14 000 km de côte, fait face finalement à un environnement géographique confiné. En face de la Chine, il y a la péninsule coréenne, l'archipel japonais, l'archipel philippin prolongé par l'Indonésie et la Malaisie, et au milieu de tout ça, l'île de Taïwan. Et donc la Chine aujourd'hui n'a pas un accès libre et ouvert à l'océan Pacifique. Pour la Chine, récupérer Taïwan serait un moyen de briser le réseau d'alliances américains dans l'océan Pacifique et d'accéder à ses eaux profondes indispensables pour le déploiement de ses sous-marins nucléaires. Les motivations chinoises sont aussi d'ordre économique, car Taïwan est le champion mondial des semi-conducteurs, des matériaux électroniques essentiels à la fabrication d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, de smartphones, de téléviseurs, de voitures et d'avions. En fait, les semi-conducteurs sont à l'électronique ce que le pétrole est à l'industrie. Aujourd'hui, Taïwan produit 63% des semi-conducteurs dans le monde et 90% des semi-conducteurs les plus avancés. En raison des mesures de contrôle d'exportation américaines, la Chine n'a plus accès aux meilleurs composants, aux meilleurs semi-conducteurs produits à Taïwan. Finalement, le monde entier aujourd'hui a toujours accès aux meilleurs semi-conducteurs taïwanais, sauf la Chine. Et puis, la raison fondamentale est éminemment politique. Pour la Chine, annexer Taïwan lui permettrait d'achever son processus d'unification. La vraie raison, elle n'est autre à l'origine que la volonté de mettre fin au régime ennemi. C'est juste ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. En fait, il faut mettre fin à ce régime dont on prétend, je dis on, ce sont les communistes, vous avez compris, dont on prétend partout qu'il n'existe plus. Mao a finalisé, si on peut dire, l'œuvre d'unification. Et donc restaient 2 pièces dans ce puzzle chinois qui étaient Hong Kong et Taïwan. Hong Kong ensuite a été restitué par l'Empire britannique en 1997 et la dernière pièce donc Taïwan. Il semble que Xi Jinping, le dirigeant chinois actuel, porte une grande attention justement à achever l'œuvre de Mao. Et c'est aussi Xi Jinping qui a très significativement renforcé la coercition militaire, économique, même informationnelle et politique sur Taïwan. 两岸同胞一家亲，谁也无法隔断我们的血脉亲情，谁也不能阻挡祖国统一的历史大势。 Pour rivaliser avec les armes américaines dont dispose Taïwan, les Chinois ont créé leurs propres appareils militaires, avions de chasse, tanks, navires de guerre, hélicoptères, sous-marins, porte-avions et missiles balistiques. Depuis une dizaine d'années, l'armée chinoise multiplie les entraînements sur son territoire et les simulations de la prise de Taïwan. Dans le désert de Gobi, la Chine a construit des répliques du quartier où est centralisé le pouvoir taïwanais et même une réplique d'un porte-avions américain. Tous ces exercices visent, à mon sens, plusieurs objectifs. Le premier, qui est souvent mis en avant, c'est que ça permet d'intimider, pour faire peur finalement. En réalité, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension vraiment d'entraînement de ces exercices, puisque ça fait travailler les militaires. Ça les fait s'exercer dans des conditions réelles ou quasi réelles. C'est particulièrement important pour une armée qui a peu d'expérience au combat. Ces dernières années, l'armée chinoise a entamé un processus de modernisation extrêmement rapide avec une priorité donnée à la marine. Chaque année, la Chine augmente sa marine de l'équivalent de l'ensemble de la flotte française. Il y a eu une production de l'industrie navale extrêmement spectaculaire avec des dizaines de frégates construites, mais aussi des destroyers, des bâtiments de plus en plus importants en termes de tonnage, y compris des porte-avions. La Chine a aujourd'hui 3 porte-avions qui sont plus ou moins opérationnels. En 2023, la Chine a dépensé plus de 15 milliards de dollars pour des exercices militaires dans le Pacifique, notamment au large de Taïwan.
Toutefois, les experts militaires s'accordent à dire que l'armée chinoise a encore des lacunes importantes pour envisager une opération d'une telle envergure. C'est une opération qui est extrêmement compliquée. D'une part, c'est une île, il faut traverser un détroit qui est navigable sereinement, je dirais, seulement 6 mois par an. Île tropicale et montagneuse, Taïwan ne compte qu'une douzaine de plages propices à un débarquement. Mais la découverte fin mars de ces barges géantes pouvant s'enfoncer dans les eaux profondes a alerté les experts militaires. Celles-ci pourraient permettre un débarquement à grande échelle avec des troupes et des blindés sur l'île de Taïwan. La côte ouest taïwanaise est très escarpée et extrêmement rocheuse. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, donc on ne sait pas vraiment comment elle serait utilisée et à quel point ce serait utile. Et Taïwan a aussi des capacités de défense et donc de dissuasion qui sont assez performantes. Et même si ces barges sont extrêmement impressionnantes, elles sont géantes, elles représentent aussi une cible très vulnérable. En cas d'invasion chinoise, Taïwan doit se préparer à se défendre elle-même. C'est pourquoi, à partir des années 80, l'archipel s'est doté d'armes américaines à la pointe de la technologie militaire. Des tanks M60, des Falcon F-16 ou encore des frégates lance-missiles. L'armée taïwanaise est quantitativement évidemment beaucoup plus réduite que l'armée chinoise. En revanche, elle est plutôt bien dotée d'un point de vue technologique. Taïwan s'est aussi doté d'une industrie de défense efficace et particulièrement dissuasive. Elle a mis à l'eau la première unité de son premier sous-marin national. Elle a aussi des systèmes de défense antiaérienne et de défense anti-navire qui menacent très directement des navires chinois qui voudraient venir envahir Taïwan. Depuis 2016, le budget consacré à la défense a augmenté de 80% pour atteindre environ 3% du PIB. Par ailleurs, un changement de stratégie de défense impulsé par les États-Unis est à l'œuvre depuis une grosse dizaine d'années à Taïwan. C'est la stratégie du porc-épic. Ils ne peuvent lancer leurs piquants à la façon d'un javelot. Mais ces piquants sont si faiblement fixés qu'ils peuvent se détacher et se planter dans la peau des animaux qui les attaquent. Au lieu de privilégier des équipements militaires très coûteux qui deviennent des cibles faciles en temps de guerre, cette théorie mise sur des armes moins chères, légères et mobiles et plus faciles à produire sur le territoire national. C'est d'ailleurs cette stratégie et ce type d'équipement qui ont permis aux Ukrainiens de ralentir fortement la progression de l'armée russe lors de l'invasion en 2022. La guerre en Ukraine a eu une influence certaine et évidente sur la réflexion stratégique à Taïwan, puisque en Ukraine, ce ne sont pas les avions de combat, par exemple, qui ont permis à la résistance ukrainienne de lutter contre l'envahisseur russe, mais c'est plutôt et surtout les drones, les systèmes de défense antiaérienne portables et le système anti-char, les Stinger, les Javelin, qui ont vraiment fait leurs preuves. Cette stratégie asymétrique ne permet pas de vaincre l'armée chinoise de front, mais elle pourrait ralentir au maximum son avancée, en attendant une éventuelle intervention américaine. Mais justement, les Américains dans tout ça, qu'en est-il de leur ambiguïté stratégique ? En 2022, la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, provoque la colère de Pékin. En réponse à ce qu'elle considère comme une violation de son intégrité territoriale, la Chine mène des exercices militaires de grande ampleur dans le détroit de Taïwan. Le prétexte, ils le prennent quand ils en trouvent un, et Nancy Pelosi c'en était un. Aux États-Unis, la menace chinoise grandissante à l'égard de Taïwan a quelque peu remis en question le concept d'ambiguïté stratégique. Joe Biden, à plusieurs reprises, en conférence de presse ou en réponse à des journalistes, a dit « oui, nous défendons Taïwan en cas d'invasion chinoise ». Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. Et là, on peut dire qu'on est retourné dans une sorte d'incertitude et d'ambiguïté stratégique, puisque Donald Trump s'est très peu exprimé sur Taïwan, ou quand il s'est exprimé sur Taïwan, c'était pas toujours extrêmement positif. Il a souvent accusé les Taïwanais d'avoir volé l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Taiwan took our chip business away. It was taken from us, and we want that business back. We want it back in the United States. Bon, malgré ses prises de position radicales et pas toujours fondées, il faut souligner que Donald Trump, lors de son premier mandat, est le président qui a fourni le plus d'armes à Taïwan dans l'histoire des États-Unis. Là, on est dans un renforcement de la présence américaine qui avait diminué depuis 1992 consécutivement à la fin de la guerre froide. Et
où on avait fermé des bases, revu les alliances. Là, on est dans le réinvestissement des bases, l'ouverture de nouvelles. Son administration, ses conseillers autour de lui sont plutôt tous alignés pour penser que l'adversaire numéro 1 du XXIe siècle pour les États-Unis, c'est la Chine. Et donc, Taïwan est une pièce du dispositif américain en Asie absolument décisive, absolument nécessaire pour maintenir justement ce containment, cet encerclement de la Chine. America is committed to sustaining robust, ready, and credible deterrence in the Indo-Pacific, including across the Taiwan Strait. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Taïwan, comme la plupart des alliés militaires américains, est sommé d'augmenter son budget de défense. C'est chose faite, puisque cette année, le budget de la défense devrait dépasser 3% du PIB. Et qui dit augmentation du budget de défense dit plus d'achat d'armes aux Américains. Avec les États-Unis, ça change tout. Si la dissuasion américaine fonctionne, les Chinois ne viennent pas. Ils font du bruit, mais ils ne viennent pas. On a vu que les États-Unis ont plutôt les cartes en main pour préserver le statu quo entre la Chine et Taïwan et plus largement pour maintenir l'équilibre des puissances dans le Pacifique. Mais alors, quelle option reste-t-il à la Chine ? En réalité, ce qui préoccupe le plus à court terme, c'est moins une invasion de très grande ampleur militaire qu'une montée de la coercition avec des phénomènes de blocus ou de quarantaine. Beaucoup moins risqué qu'une invasion de grande ampleur, un blocus viserait à isoler l'ensemble de l'île en bloquant ses voies d'approvisionnement maritime. Une quarantaine impliquerait des embargos ciblés sur certains domaines, comme par exemple le secteur énergétique, ce qui paralyserait l'archipel. Taïwan étant une petite île est très dépendant de ses approvisionnements extérieurs, que ce soit au niveau énergétique surtout, mais aussi sur le plan alimentaire. Et donc ce serait plutôt une stratégie qu'on pourrait dire d'étouffement progressive pour faire pression à la fois sur le gouvernement et sur la population taïwanaise. Une question se pose alors, à partir de quand les Américains seraient prêts à intervenir ? America and Japan stand firmly together in the face of aggressive and coercive actions by the communist Chinese. La question est de savoir si on considère un embargo, un blocus, comme un acte de guerre. En droit international, cela peut être considéré, voire c'est considéré comme un acte de guerre. Mais là vient la subtilité de la question du statut de Taïwan. Est-ce que Taïwan est un État? Est-ce que Taïwan est une partie de la Chine? Quelle que soit l'ampleur de la crise, quarantaine, blocus ou invasion militaire, le blocage du détroit de Taïwan aurait des conséquences immédiates pour le reste du monde. Le détroit de Taïwan est une route maritime internationale. C'est un détroit qui est absolument crucial pour le commerce mondial et particulièrement pour le commerce maritime entre l'Europe et l'Asie. Selon les renseignements américains, la Chine prévoit une opération militaire à Taïwan en 2027. Mais l'accélération des entraînements militaires et l'intensification de la présence de l'armée chinoise autour de l'île laissent penser que cette opération pourrait se dérouler plus tôt. Si on regarde juste Taïwan face à la Chine, Taïwan toute seule, ça ne tiendra peut-être pas très longtemps. Ils seront courageux. Et peut-être qu'ils ont des choses qui nous surprendront. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'à présent vous en savez un peu plus sur le conflit qui oppose la Chine et Taïwan. Si vous voulez prolonger, je vous mets le lien de la note de l'IFRI sur les relations entre les États-Unis et les pays du Pacifique sous l'administration Trump 2. J'en profite pour remercier Marc Julienne et Stéphane Corcuff pour leur participation, ainsi que toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Marie à la documentation et Louis au montage. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.